Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de janvier. Je pense, en vue de tout ce que j'ai, que cette vidéo sera en deux parties. Ça sera sûrement la première. Je commence avec tout ce qui se regarde et tout ce qui s'écoute. Je suis allée 3 fois au cinéma. Je vais aller dans un ordre chronologique. Jane par Charlotte, c'est un film réalisé par la fille de Jane Birkin, autrement dit Charlotte Gainsbourg. Jane Birkin, c'est une femme qui a marqué la culture française, malgré le fait qu'elle ne soit pas française elle-même. Elle a eu cette histoire d'amour avec Serge Gainsbourg, avec tous les tenants et les aboutissants que ça a, et que ça a eu, et que ça a insufflé au sein même de la culture française. Et au sein de tout ça, on n'a pas nécessairement une image de Jane Birkin qui soit réellement dans l'intrinsèque de cette personne. Elle a réalisé ses journaux il y a quelques années, donc Monkey Diaries. J'avais lu le premier tome. Jane Birkin, c'est une personne qui m'a longtemps fascinée. J'ai appris à connaître plus ou moins sa carrière, sa vie. Elle a eu une vie qui était relativement dure, elle a eu 3 hommes. 3 filles avec 3 hommes, mais elle a aussi eu 3 relations très compliquées. Dans ce film que Charlotte Gainsbourg réalise, elle va revenir sur la vie de sa mère. C'est un documentaire, c'est un voyage au sein du monde. Elles vont passer par le Japon, par les États-Unis, par la France, par Paris, et c'est plein de douceur. C'est une déclaration d'amour à sa mère, c'est une recherche d'elle-même au sein de ce documentaire. Il se trouve que Charlotte Gainsbourg, elle a une place assez particulière dans la vie de sa mère et dans sa filiation. Lorsque l'on fait l'analyse de cette relation de parents, on voit qu'il y a eu une tension finalement assez insidieuse dans la relation mère-fille et dans la relation globale de la famille. C'est-à-dire que, encore une fois, Jane Birkin a eu 3 filles avec 3 hommes différents. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un schéma familial qui est commun à la plupart des gens, ou du moins dans la famille que l'on voit en règle générale. Donc Charlotte Gainsbourg, au milieu de la grande sœur et entre la dernière qui a été justement l'apaisement après toutes ces relations, elle est arrivée. Et elle a eu du mal à trouver sa place. En plus de ça, son père a eu un autre gamin, Lulu Gainsbourg. Elle a été obligée de créer son espace. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'elle est créatrice elle-même. Elle fait de la musique. Puis là, c'est son premier film, son premier documentaire en plus. Et elle a voulu analyser la vie de sa mère. Au-delà de ce qu'on voyait de la relation de son père, elle-même très fantasmée lorsqu'ils étaient ensemble, avec tout ce côté bohème que l'on pouvait reconnaître à l'époque, avec tout le côté bohème qu'on leur mettait. Ça a été un couple très marquant et ça s'est aussi vu à travers des lieux, à travers une esthétique très particulière. L'esthétique de la parisienne, entre guillemets, elle se réfère beaucoup à Jane Birkin et à ce couple mythique. Voilà, ne serait-ce que le terme mythique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à travers l'union de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Pourtant, c'est un couple qui a été face aux médias de façon prépondérante. Et Charlotte Gainsbourg, elle a aussi cette image-là, elle a surtout cette image-là de ses parents. Dans ce cas-là, comment on fait pour se créer et pour exister en dehors de ça? Pour être autre chose que cette union auquel se réfère une population et auquel se réfèrent mondialement des individus. Parce que c'est une image, c'est une icône que l'on voit partout dans le monde, Jane Birkin. Donc, à travers ce film, à travers ces images très douces, à travers l'intérieur de Jane Birkin, à travers la filiation, parce qu'on voit aussi la fille de Charlotte Gainsbourg, on va analyser sa place de femme à Jane Birkin, on va analyser comment elle s'est placée après son premier mariage dans sa relation avec Serge Gainsbourg, mais aussi dans la culture française, comment elle a réussi à s'émanciper de la place qu'on lui donnait, que ça soit physiquement, mentalement. Il faut savoir que effectivement, elle a eu cette image-là de jeune femme avec les cheveux longs pendant plusieurs années et qu'il y a un moment où les gens venaient en concert uniquement pour la voir parce qu'elle était cette incarnation de la beauté et de la féminité. Et qu'elle en a eu marre du jour au lendemain. Elle s'est coupé les cheveux, elle a commencé à mettre des choses très amples. C'est aussi comme ça qu'elle a réussi à s'accepter en sortant de ce carcan dans lequel on l'avait mise. Et c'est aussi beau de voir ça de sa part parce que c'est pas la partie qu'on met le plus en lumière dans sa vie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que c'est une relation intime entre une fille et sa mère.
entre un travail de recherche de soi et d'émancipation à la fois. C'est une envie de se réaliser totalement. C'est comme si elle avait été très loin de sa mère pendant toute sa vie et que là, elle essayait, en lui posant des questions, de se comprendre, de comprendre où est-ce qu'elle en était, où est-ce que leur relation entre elles s'était créée, où est-ce qu'il y avait des blocages, parce qu'il y a eu une distance qui s'est beaucoup instaurée pendant toute leur vie, pendant l'enfance de Charlotte Gainsbourg. Elles n'ont jamais réellement su pourquoi c'était le cas, donc on va voir leur point de vue à l'une et l'autre, et c'est très beau, très très doux. C'est un appel à se questionner soi-même. C'est le propre questionnement de Jane Birkin à propos de sa féminité, à propos de la vieillesse. Et c'est un film qui est beaucoup dans l'acceptation de la vieillesse. Il y a aussi cette vision-là que la vieillesse, c'est pas quelque chose de laid, comme on l'entend beaucoup. C'est une vision assez sublime de l'acceptation, en règle générale. De l'acceptation de sa place de femme, du rôle que l'on prend en société en tant que mère. La notion de sororité avec ses propres enfants est hyper prégnante aussi. Le suivant, Licorice Pizza, je ne vais pas faire exception. C'est un film que j'ai adoré. C'est un film que j'ai vu avec beaucoup d'attentes et il n'a pas su me décevoir. Il est réalisé par Paul Thomas Anderson. Ici, il va totalement changer de style parce que ça revenait sur des relations inégalitaires dans ses films précédents, de ce que j'ai pu en voir, dans quelque chose qui se référait beaucoup au thriller. Et ici, c'est pas du tout ça, on pourrait même appeler ça un coming of age movie, où on va suivre deux jeunes personnes, une femme qui a la vingtaine et qui est assistante photographe, et un lycéen qui a 16 ans. Le lycéen est obsédé, mais de façon assez comique, pour cette assistante photographe qui vient faire les photos de classe dans son lycée. Et ils vont commencer à créer une relation amicale, ils vont commencer à monter un business et on va voir ce que c'est que de devenir adulte avec ces deux personnes. La colorimétrie est absolument géniale. J'ai adoré l'assistante photographe qui a pas la langue dans sa poche, qui ne se laisse pas faire. Paul Thomas Anderson, il a une réalisation qui est brillamment faite dans l'intelligence qu'il a, parce qu'il dépeint l'époque dans laquelle il place son film, il dépeint cette jeunesse, il dépeint aussi tout le commerce et toute la société états-unienne qui est en train de se mettre en place, le choc pétrolier qu'il va y avoir, parce qu'ils sont dans la vente de matelas gonflables au moment où ça vient de se créer. Ça donne un côté comique au scénario. Et tout le film n'est fait que de ça. Le film n'est fait que de comique, de musique assez exceptionnelle de l'époque, donc on a vraiment la sensation d'être plongé dedans, de cette relation amicale qui est en train de se créer, ces adultes qui sont en train de se créer, et de l'esthétique qui les accompagne dans la représentation de la jeunesse, dans la représentation de l'amitié en règle générale, de la famille. C'est un film qui a l'esthétique et qui a le plot, aussi simple semble-t-il. Deuxième coup de cœur pour ce mois-ci au cinéma. Et je termine avec Nos âmes d'enfants, qui n'a pas dérogé à la règle. Là, on va retrouver Joaquin Phoenix. C'est un film qui est en noir et blanc, et ça raconte cette famille avec une mère qui doit élever seule son enfant, parce que son compagnon a une tendance paranoïaque qui doit être traitée. Et il y a un moment dans la vie de la mère où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus vivre avec lui et elle a décidé de le quitter pour élever son enfant. Elle était auparavant écrivaine, elle a du mal à s'occuper de son fils et elle a été obligée d'arrêter son activité. Et elle a un frère, qui est donc Joaquin Phoenix. Après des années sans se donner de nouvelles, elle va le contacter afin qu'il puisse garder son neveu, parce qu'elle doit aller s'occuper du père. La mère sera donc absente dans la majorité du temps, si ce n'est dans les appels téléphoniques qu'ils ont. Parce que ce sur quoi va se centrer le film, c'est cette relation entre Joaquin Phoenix et ce gamin à l'écran. Je sais pas si c'est son premier film de cinéma, mais il est incroyable. Il est tellement naturel, là où on pourrait croire que le noir et blanc enlève une sensation de connivence, de cohérence, de réalité, ce n'est pas du tout le cas. Un élément qui est important, c'est que Joaquin Phoenix, il est journaliste radio et que là, il est en train de préparer un format où il va traverser tous les États-Unis pour aller interviewer des enfants. Donc il est forcément bloqué dans son activité dû au fait qu'ils doivent garder son neveu. Et ce qu'il décide pour concilier travail et responsabilité, c'est d'emmener son neveu avec lui dans
tous les États-Unis. Et c'est une traversée de ce pays dans la diversité de sa population, dans la diversité de ses paysages, dans la diversité des mentalités. C'est en toile de fond, mais on le voit aussi dans cette relation qui est en train de se créer encore une fois. Et c'est beau, et c'est extrêmement doux, et c'est aussi très vrai par rapport à ce qu'on entretient dans la famille et à la façon qu'on a de les accepter. Cette peur qu'on a quand on est adulte face à un enfant que l'on doit élever. Et il partage ça avec ce gamin et il comprend aussi la place que ça prend dans la vie de sa sœur. Il va aussi apprendre à se connaître lui-même et à voir là où ça a péché dans sa vie, au moment où il a dû se retrouver seul et que ça a merdé. Peut-être que c'était sa faute là où il pensait que ce ne l'était pas. Il va aussi avoir un regard sur lui-même à travers cet enfant qui est en train de grandir et à travers la relation qu'il a laissée avec sa sœur. J'ai adoré. Le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est le fait que effectivement il y a quand même trigger warning pour les personnes que ça peut heurter. Une vision de la paranoïa qui est à l'écran. Étant donné l'étendue de tout cela, il ne me semble pas nécessaire de m'étendre sur le reste des films que j'ai vus parce qu'ils ne m'ont pas nécessairement marqué, si ce n'est Le Dictateur de Chaplin que je n'avais jamais vu. Ça donne beaucoup de vérité et en même temps de sarcasme sur le régime autoritaire nazi, sur la façon d'organiser une dictature. Je n'apprends pas grand chose aux gens étant donné qu'il est quand même très connu. Je vais passer aux séries parce qu'il y en a plusieurs et il y en a beaucoup. Je commence avec le rattrapage que j'avais loupé de vous faire dans le mois dernier, à savoir L'Amour flou, qui est une série de Romain Boringer qui est basée sur le même scénario que son film L'Amour flou, il me semble, et qui revient sur le moment où elle s'est séparée de son compagnon et où ils ont décidé de faire une liaison avec la chambre de leurs enfants entre deux appartements, donc c'est le sépartement. C'est-à-dire que Romain Boringer vit dans un appartement, son ancien compagnon vit dans l'autre et qu'au milieu il y a la chambre de leurs enfants. Et c'est le seul lien. On va du coup assister à la façon qu'ils ont de vivre cette relation, de vivre cette séparation, à quel point c'est compliqué aussi dans une telle situation que de recréer des liens avec une nouvelle personne et la façon qu'on a aussi de faire état des choses à ce moment-là. Faut savoir que c'est deux adultes qui restent amis malgré tous leurs différends. Ça a l'air en surface très calme jusqu'au moment où ça va un peu se péter la gueule. C'est fait avec beaucoup de comique. Je n'avais pas un goût d'y retourner. La série a été vraiment dans une demi-mesure pour moi. Peut-être une série c'était de trop. Ça a pas accroché. Je l'ai terminée parce que la saison était plutôt courte. Mais je pense que si vous voulez retenir l'un des deux, gardez le film. Ensuite, j'ai vu la deuxième saison, il me semble, de Emily in Paris. Pas grand chose à en dire, une série qui fait du bien, une série un petit peu bête. Par contre, va falloir revoir totalement tout ce qui est au niveau des costumes. Parce que ça ne va pas, mais je suis pas la seule à le dire. C'est surligné, c'est caricatural, on s'attend pas à une grande pièce de cinéma. Surtout que c'est très faux sur la réalité de Paris. On voit des beaux paysages certes, mais tout le monde n'habite pas dans le 6e. Je trouve que c'est un peu moins problématique que la première saison, que le personnage qui est le plus intéressant c'est quand même la patronne, et que l'avantage que ça a c'est que pour le coup ça montre des relations qui sont différentes d'une femme qui est un petit peu plus âgée que ce qu'on peut voir à l'écran, je veux dire avec des relations de jeune homme et puis aussi libérée qu'elle en a. Donc c'est sûrement le seul personnage. Maintenant le pote gay il a, enfin c'est juste une question de quota dans le sens où il est noir, il joue un personnage gay et en plus de ça il est hyper caricatural dans la représentation de l'homosexualité. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à en dire? Elle est avec un jeune beau. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé cette série pour me détendre parce que j'avais pas envie de réfléchir et je pense qu'il faut pas appréhender cette histoire d'une autre manière. Après, j'ai vu Plan Cœur. Je sais même plus quelle saison c'est. Est-ce que c'est la 3,
3? Est-ce que c'est la 4? Quoi qu'il en soit, j'avais beaucoup aimé la première. J'avais trouvé que c'était différent de proposer un scénario comme ça, parce que c'était la représentation d'un homme qui, pour une fois, avait la place de prostituée, et que ça avait pu être traité avec un certain humour, qui était parfois un petit peu de trop, mais qui était aussi assez bien géré finalement. La seconde saison, je ne préfère pas en parler, c'était assez moyen. L'épisode bonus qu'on a eu sur le confinement, ça a été de pire en pire. Et là, ils sont un petit peu rattrapés, mais ils sont quand même pas ouf. Là, on voit qu'il y a quand même une notion d'émancipation qui est un petit peu plus là. Par contre, la figure de la personnage principale, elle est représentée comme très chiante. En fait, elle est représentée comme la pote qui fait chier tout le monde. C'est aussi beaucoup lié à son végétarisme et à son véganisme et au fait qu'elle veuille devenir mère et qu'elle n'arrive pas à devenir mère. Donc ça m'a énervée à un moment. Puis la série a réussi à changer de prisme et ça s'est rattrapé. De ces problématiques-là ont découlé une question de la maternité au sein de ce trio de copines que l'on voit. Là, ça a donné un petit peu plus de substance. La notion de féminité est beaucoup plus à l'écran, la notion de prendre sa place en tant que femme dans tous les problèmes que ça engendre, elle est quand même à l'écran. Et je trouve que là, ils ont quand même changé quelque chose dans le scénario par rapport aux saisons précédentes. Donc c'est vraiment quelque chose que je retiens. Ils ont fait un effort. Il faut le féliciter parce que c'était pas ouf du tout, voire médiocre dans les saisons précédentes. Surtout à ce niveau-là. La figure des hommes est quand même bien descendue et ça fait plaisir. Il y avait des personnages mais vraiment jetés, vraiment bêtes. Et là, ils les ont achevés et ça fait du bien. Mais il y a quand même une notion de se rattraper et de résilience qui est derrière, en mode ils vont réfléchir à leurs actes. Donc bravo, on va frapper dans les mains. Je crois que ça annonce la fin de cette série. Il faut pas en faire plus. Il fallait que ça se termine. Vous pouvez passer votre chemin si vous regardez quelques épisodes et que ça ne vous plaît pas. Et enfin, je termine sur un bon point au niveau des séries, parce que je vais vous parler d'une série que j'ai commencée il y a des mois et que je ne voulais pas terminer parce que j'avais pas envie de me dire qu'à un moment donné ça allait s'arrêter. J'ai regardé la saison 1 de The Morning Show. C'est une série où en personnage principal, il y a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, on a surtout l'image d'elle dans Friends en tant que Rachel et de personnages comiques. Ici, elle va incarner une présentatrice du Morning Show sur une grosse chaîne américaine. Elle co-présente avec un autre animateur qui est accusé de viol et de violences sexuelles sur plusieurs personnes de la boîte, notamment une de qui ça part et qui déclare ces faits-là. Et en fait, on va suivre toute l'affaire, toute cette destitution de son partenaire et de elle qui un matin l'apprend en arrivant au bureau. Elle va du coup devoir changer de partenaire. À la suite de ces événements, elle va rencontrer une femme qui est incarnée par Reese Witherspoon et elle va décider d'embaucher et de co-présenter l'émission avec elle, alors que c'est une toute petite présentatrice de JT sur une chaîne régionale. Elle ne sait pas réellement qui elle engage parce qu'elle ne l'a vu qu'une ou deux fois. À côté, on a une seconde intrigue qui était en fait le commencement et les réels faits qu'a commis son collègue. Toute la saison 1 va se baser sur ça, sur comment réussir à animer le JT et sur la vie de la boîte en elle-même, à quel point elle est agitée aussi par cet événement-là, à quel point tout le pays est agité par cet événement-là et à quel point dans ce microcosme il y a plein de choses qui ont été tues. Reese Witherspoon, elle change aussi tous les codes, elle change aussi les bonnes mœurs qui sont représentées à l'écran. Ça déroute absolument l'ADN de la chaîne et ça fait plaisir à voir. On voit à quel point ça met en cause aussi toute la politique qu'il y a à l'intérieur même de cette boîte. La saison 1, elle est brillante. Je trouve qu'il y a des personnages féminins qui sont vraiment bien, qui ont des personnalités tellement différentes, c'est plaisant. Les hommes sont détestables dans la majorité et je pense que ça déplore aussi une réalité qui est là. Ça reprend des faits qui ont vraiment été commis, je ne sais plus exactement par quel présentateur de JT, aux États-Unis. La saison 1 était brillante. Je l'ai terminée et je ne pensais pas continuer directement parce que j'avais pas envie de me dire que je la terminais bientôt. Mais en février, j'ai commencé la saison 2. J'ai dû attendre 1 ou 2 soirs et je me suis dit non, il faut que je la continue. Nous sommes actuellement le 4 février, il me reste 2 épisodes dans la saison 2. C'est pour vous dire à quel point ça a été un coup de cœur.
Je trouve que c'est intelligent, que ça ouvre aussi une porte sur les médias différentes de d'habitude. Il y a beaucoup de productions qui ont été faites sur ça depuis quelques années, depuis que l'affaire a été révélée et qu'il y a eu des faits assez semblables qui ont été révélés aussi, qui ont amené à d'autres révélations de la part de femmes au sein des médias. Il faut regarder cette série parce qu'elle est nécessaire en plus d'être bien réalisée. Je passe brièvement sur ce que j'ai écouté. J'ai écouté 2 émissions d'Inter que j'écoutais pas nécessairement auparavant. J'ai commencé à écouter la matinale de France Inter. Au moins ça me permet d'avoir un tout petit peu d'actualité sans que ça soit placardé partout, que ça soit sur internet, que ça soit à la télévision. Je ne l'ai jamais eu depuis que j'ai quitté le cocon familial et la seule fois où je la vois c'est quand je suis avec mes parents chez moi. Ça me fait du bien d'avoir autre chose que ça. Le fait que ça soit de la radio, ça fait plaisir aussi. On n'a pas cette espèce de captation visuelle où on est totalement absorbé. On peut faire autre chose en même temps. Aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des invités. Moi, je l'écoute sur le site et on peut le voir depuis l'application. Mais on regarde aussi si les sujets peuvent nous intéresser ou même ils font des annonces en début de journal. Donc, en fonction des jours, en fonction de ce qui est présenté, je regarde ou j'arrête et puis je reprends au moment où ça me plaît ou au moment de Boomerang. J'ai pas plus de choses à en dire, c'est une matinale, mais je trouve que ça permet de voir aussi toute l'actualité. En plus de ça, là, pendant la course au présidentiel, je pense que ça va continuer, mais ils ont déjà interviewé pas mal de candidats. J'avais pas nécessairement envie d'en parler dans une vidéo. J'avoue que je suis très inquiète de la situation politique, de tout ça. J'ai pas envie d'être alarmiste. Il y a une sorte de lassitude. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui sont dans le non-avis ou justement dans le fait d'être totalement dépourvu de moyens face à tout ça, ou du moins qui sentent dépourvus de moyens, mais il y en a. Ne serait-ce que le fait d'aller voter, c'est le choix de chacune et chacun. Je pense que c'est important de s'informer. Donc là, ça me permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur l'actualité et de pas en avoir trop, parce que on peut vite se laisser submerger, tout comme ça a été le cas pendant les confinements. 2e émission d'Inter, l'Instant M, qui revient sur les médias. Donc c'est une interview qui dure une vingtaine de minutes. Après Boomerang, aux environs de 9h30 jusqu'à 10h. Dedans, on va aussi voir à travers des médias des choses qui ont été menées, à travers des applications, à travers des films, à travers des livres et à travers la société et dans toute son actualité médiatique. Comment ça se joue en société, sur les problématiques d'actualité, la façon dont ça a révolutionné le monde des médias, de la télévision, d'internet, de la radio, sur certaines problématiques. Je sais qu'il y a eu notamment un retour de la part du réalisateur qui a fait un documentaire sur France 2 qui a fait beaucoup parler de lui par rapport à la communauté noire. Je me rappelle plus du tout du titre, mais je sais qu'il a eu beaucoup d'échos. Si je retrouve l'épisode, je vous le mettrai en barre d'infos, mais ça date d'il y a quelques jours. C'est vraiment chouette ce qui est proposé. Ça propose aussi un droit de regard sur ça et un droit de regard sur ses propres pratiques. Le dernier, c'est un média qui revient là encore sur des éléments d'actualité, sur des faits médiatiques aussi, parce que ça s'appelle On ne peut plus rien dire. Il me semble que c'est Binge Audio qui le fait. Et là, on va avoir affaire à des journalistes qui tiennent ce podcast et qui vont interroger ce qui se fait au niveau médiatique. Là, ce matin encore, j'écoutais la place de la pornographie et la représentation de la pornographie. Ça permet d'ouvrir le débat parce qu'elles reçoivent des chercheuses, des chercheurs majoritairement, sur les questions d'actualité qu'elles traitent. Là, je vais revenir sur les épisodes que j'ai écoutés, mais il y avait la représentation des ados, il me semble, à l'écran. Il y avait Être Woke ou Juste Chiant, qui est l'un des premiers épisodes. Il y a eu Deliveroo, donner un pourboire suffit-il à laver votre conscience. Celui-là, pour le coup, si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mets directement en barre d'infos parce qu'il est brillant. C'est le premier que j'ai écouté et il est super. Il faut écouter ça. D'autant plus si vous utilisez ce type de plateforme. C'est important en fait de faire ça en conscience et de savoir ce que l'on fait et de voir aussi toutes les autres alternatives auxquelles vous pouvez avoir recours plutôt que d'utiliser ça, qui est en fait de l'exploitation moderne.
Sinon, il y a des titres très accrocheurs, type Votre téléphone a-t-il aspiré votre âme? L'indignation mène-t-il à droite? Faut-il boycotter l'actu? Je vais pas vous donner tous les titres. Donc ça, c'est l'émission qui fait environ 45 minutes, 1 heure. Et ils font aussi des formats courts où ça dure environ 5 à 10 minutes et où ils proposent une nouvelle loi. Vous avez du coup plusieurs formats, toujours à traiter de l'actualité, toujours sous un prisme médiatique, avec plusieurs personnes qui tiennent ce podcast. Et c'est un format que j'avais pas pris le temps d'écouter et que je vous conseille. J'en ai fini pour ce qui se voit et ce qui s'écoute. Je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, aimer, venir me parler sur Instagram et voir ce que je regarde sur Letterboxd, sur Sens Critique, ce que je lis aussi. Les listes de ce que j'ai commencé à voir et à lire en ce début d'année seront en barre d'infos. Moi, je vous retrouve pour la seconde partie dans une autre vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao.